Jean-Paul, aide-moi! Lâche-moi! 22 mètres. C'est la distance qui séparait la vie de la mort. Une distance qu'une lionne a parcourue en moins de 3 secondes. Le jeudi 18 avril 2019, dans la réserve de chasse de Moremi au Botswana, Claire Beaumont, une gestionnaire en architecture française de 36 ans, a commis une erreur fatale. Sa caméra GoPro, fixée à sa casquette pour documenter son safari d'anniversaire de mariage, a tout enregistré. Sa décision de quitter la sécurité de son véhicule, sa marche de 12 mètres en terrain découvert et son geste final de s'accroupir pour obtenir la photo parfaite d'un lionceau solitaire. L'image est devenue un flou doré juste avant l'impact. La caméra n'a pas seulement capturé la vitesse de l'attaque, elle a aussi immortalisé une erreur de jugement tragique née d'un faux sentiment de sécurité. Mais pour comprendre comment cette collectionneuse de moments authentiques en est arrivée à commettre cette erreur, il faut examiner la chaîne de décision, apparemment inoffensive, prise dans les minutes qui ont précédé et l'avertissement crucial qui a été ignoré. Ce qui rend cette histoire si poignante, c'est que Claire Beaumont n'était ni imprudente ni novice. C'était une voyageuse méticuleuse, avec des années d'expérience dans l'exploration de parcs naturels, quelqu'un qui planifiait chaque détail de ses aventures avec son mari Jean-Paul. Ce safari autoguidé dans le delta de l'Okavango était l'aboutissement d'un rêve, une célébration de 15 ans de mariage. Sa confiance, forgée au fil de nombreuses expéditions, l'a conduite à croire qu'elle pouvait gérer la situation, qu'elle pouvait s'approcher de ce lionceau juste pour un instant, pour une photo unique. C'est cette confiance, combinée au désir intense de capturer un moment parfait, qui a créé les conditions de la tragédie. D'où nous regardez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour nous soutenir. Pour comprendre comment une journée de célébration a pu basculer dans une telle tragédie, nous devons revenir 10 heures en arrière, au moment où Claire a allumé sa caméra, totalement inconsciente que celle-ci enregistrerait les derniers moments de sa vie. Claire Beaumont menait une vie de contraste soigneusement équilibrée. À Lyon, elle était gestionnaire dans un cabinet d'architecture, un rôle qui exigeait de la rigueur, de la structure et une attention minutieuse aux détails. Son quotidien était défini par des plans, des échéances et la prévisibilité ordonnée du monde de la construction. Mais cette facette professionnelle ne représentait qu'une partie de son identité. La véritable Claire s'épanouissait loin du bureau, dans les vastes étendues sauvages qu'elle explorait avec son mari Jean-Paul. Elle ne se voyait pas comme une photographe, mais plutôt comme une collectionneuse de moments authentiques. Sa quête n'était pas la perfection technique d'une image, mais la capture de l'essence brute d'un instant, l'émotion d'une rencontre fugace avec la nature. Cette passion l'avait amenée à développer une confiance solide en sa capacité à naviguer dans des environnements exigeants, une confiance qui allait être tragiquement mise à l'épreuve. Ses amis et sa famille la décrivaient comme une personne d'une détermination sans faille. Une fois qu'elle se fixait un objectif, qu'il s'agisse de finaliser un projet complexe au travail ou de capturer la lumière parfaite d'un lever de soleil, elle y consacrait toute son énergie. C'est cette même détermination qui l'a poussée, elle et Jean-Paul, à planifier ce voyage au Botswana. Ce n'était pas une simple vacance, c'était la célébration de leurs 15 ans de mariage, l'aboutissement d'un rêve partagé, nourri par des années de récits et de documentaires sur le delta de l'Okavango. Pour Claire, ce safari autoguidé représentait l'opportunité ultime de vivre une expérience immersive, sans les filtres et les barrières des circuits organisés qu'elle avait connus par le passé. Elle voulait ressentir la nature dans ce qu'elle avait de plus pur et d'imprévisible, une aspiration qui, ironiquement, la placerait au cœur même de cette imprévisibilité. La journée du 18 avril 2019 a commencé sous les meilleurs auspices. Le couple s'est réveillé à 6h30 dans leur lodge, accueilli par un ciel africain d'une clarté parfaite et une brise matinale qui promettait une chaleur agréable pour la journée. Après un petit déjeuner rapide, ils sont partis à 8h précises à bord de leur 4x4 de location. Leur plan était simple, éviter les pistes principales fréquentées par les groupes touristiques et s'aventurer sur les sentiers secondaires de la réserve, espérant des rencontres plus solitaires et personnelles avec la faune. L'ambiance à bord du véhicule était légère, empreinte de la joie de leur anniversaire de mariage. Chaque observation, d'un troupeau d'impalas à une girafe broutant délicatement les feuilles d'un acacia, était une source d'émerveillement partagé, renforçant le sentiment que cette journée serait mémorable. Ils étaient exactement là où ils avaient toujours rêvé d'être, ensemble.
Pour documenter leur aventure, Claire utilisait son équipement habituel. Autour de son cou pendaient ses jumelles, mais l'outil le plus important était fixé à sa casquette, une caméra GoPro Hero 7. Elle l'avait acheté 2 ans plus tôt et avait perfectionné son installation, un simple clip magnétique qui lui permettait de filmer en gardant les mains libres. Pour elle, ce n'était pas un gadget, mais un journal de bord visuel. Après chaque voyage, elle passait des heures à monter ses séquences pour créer des films souvenirs qu'elle partageait avec sa famille et ses amis proches. C'était sa manière de revivre et de transmettre les moments authentiques qu'elle chérissait tant. Ce jour-là, la caméra a été allumée dès leur départ du lodge, enregistrant les paysages et les conversations joyeuses, totalement inconsciente du rôle tragique qu'elle allait jouer quelques heures plus tard. Le théâtre de ces événements était la réserve de chasse de Moremi, un joyau de plus de 5000 km² au cœur du delta de l'Okavango. C'est un monde amphibie, une mosaïque spectaculaire de canaux sinueux, de lagunes bordées de papyrus, de plaines inondables et de savanes boisées. Le Botswana a consacré une part immense de son territoire à la conservation, et Moremi en est l'exemple le plus frappant, un sanctuaire où la faune prospère avec une densité rarement égalée sur le continent. L'incident s'est produit à la fin de la saison des pluies, une période où le paysage est d'une verdure luxuriante, mais où la végétation, particulièrement dense, transforme l'environnement en un labyrinthe d'angles morts. C'est un paradis pour les animaux, mais un lieu où la visibilité humaine peut être dangereusement limitée, un fait que Claire allait bientôt découvrir. Plus précisément, l'attaque a eu lieu le long d'une piste de sable isolée, rarement empruntée. De chaque côté de la piste, le terrain plat était recouvert d'une mer d'herbes hautes et dorées, atteignant par endroits une hauteur de 80 cm. Sous le soleil de l'après-midi, cette mer végétale ondulait doucement, créant un camouflage parfait. Pour un prédateur au repos, comme une lionne dont la robe se fond parfaitement dans ce décor, ces herbes offraient une invisibilité quasi totale. Même à une distance de quelques dizaines de mètres, un animal couché pouvait disparaître complètement, ne laissant aucun indice de sa présence. C'est dans ce décor à la fois magnifique et trompeur que la perception de sécurité de Claire a commencé à s'éroder, la menant à sous-estimer un danger qu'elle ne pouvait littéralement pas voir. La réserve de Moremi est célèbre pour sa population florissante de grands prédateurs, et les lions y règnent en maître. Une lionne africaine adulte, comme celle impliquée dans l'attaque, pèse en moyenne 140 kg et est un concentré de puissance musculaire. Capable d'atteindre des pointes de vitesse de plus de 60 km/h sur de courtes distances, sa force est conçue pour abattre des proies bien plus grandes et lourdes qu'un être humain. Bien que les animaux de la réserve soient habitués à la présence de véhicules qu'ils considèrent comme des éléments non menaçants du paysage, cette accoutumance ne s'étend pas aux personnes qui en sortent. Un humain à pied est perçu différemment, comme une menace potentielle, un intrus ou même une proie. Cette distinction fondamentale est au cœur de tous les protocoles de sécurité. Ces protocoles sont d'une clarté absolue et martelés à chaque visiteur. La règle numéro 1, la plus sacrée de toutes, est de ne jamais, sous aucun prétexte, sortir de son véhicule en dehors des zones désignées et clôturées. Une distance de sécurité minimale de 50 mètres est fortement recommandée avec les grands prédateurs. Claire et Jean-Paul n'ignoraient rien de ces consignes. Ils avaient reçu une brochure détaillée lors de la prise en charge de leur 4x4 et avaient signé un document attestant qu'ils en comprenaient les risques. Le matin même, le personnel de leur lodge leur avait rappelé verbalement ces règles vitales. Le savoir théorique est donc bien présent. Le drame ne naîtra pas de l'ignorance, mais d'une décision consciente de déroger à ces règles, motivée par la conviction erronée qu'une situation paraissante calme est une situation sans danger. La chaîne des événements fatals a commencé à 15h25. En apercevant un lionceau solitaire jouant près de la piste, leur premier réflexe fut prudent. Ils arrêtèrent le véhicule à environ 25 mètres. Pendant plusieurs minutes, Claire a tenté de prendre des photos depuis sa place, mais elle était frustrée. L'angle n'était pas bon, les herbes masquaient en partie l'animal. Ce sentiment de frustration a grandi jusqu'à devenir une idée fixe. À 15h29, elle a prononcé les mots qui ont marqué le début de la fin. « Je vais sortir pour avoir une bien meilleure photo ». Elle voyait une opportunité unique, une image parfaite à portée de main. Elle ne voyait pas le piège qui se refermait, la convergence de son désir, de sa confiance en elle et de l'instinct maternel invisible qui veillait à proximité. Jean-Paul a immédiatement protesté, sa voix empreinte d'une anxiété soudaine, lui rappelant les règles qu'on leur avait répétées.
Ce fut le premier et le plus crucial des avertissements, un appel à la prudence directement formulé par la personne qui la connaissait le mieux. Mais la rationalisation de Claire fut rapide et dangereuse. « C'est juste un lionceau, il est seul, je serai très rapide. » Dans son esprit, le risque était minime, contrôlable. À 15h30, ignorant les supplications de son mari, elle a ouvert la portière. Elle a marché de 12 mètres en terrain découvert, réduisant la distance la séparant du lionceau à seulement 13 mètres. Puis, pour obtenir l'angle parfait, elle a commis son erreur finale. Elle s'est accroupie, adoptant une posture basse qui, aux yeux d'une mère prédatrice cachée, ne pouvait signifier qu'une seule chose, la posture d'une menace à l'affût. Il est 15h30 et 11 secondes. Claire Beaumont est accroupie dans les herbes hautes, un monde de silence et de concentration. Devant elle, à 13 mètres, le lionceau continue de jouer, ignorant tout du drame qui se noue. Derrière elle, à 12 mètres, la portière ouverte du 4x4 est une promesse de sécurité qu'elle a choisi de quitter. Mais ce qu'elle ne sait pas, ce que personne ne peut voir, c'est que la véritable menace ne vient ni du lionceau, ni de la distance qui la sépare de la voiture. La menace se trouve à 22 mètres sur sa droite, parfaitement dissimulée dans une mer d'herbes dorées. Là, une lionne est couchée, immobile, ses muscles tendus comme des ressorts. Elle n'observe plus, elle attend. Pour elle, la femme accroupie n'est plus une simple présence, c'est une posture de chasseur, une menace directe pour sa progéniture. L'atmosphère de cet instant est d'une tranquillité trompeuse. Le soleil de l'après-midi baigne la savane d'une lumière chaude et douce. Aucun oiseau ne s'envole, aucun autre animal ne signale le danger imminent. Pour Claire, absorbée par son viseur imaginaire, le monde s'est réduit à ce lionceau et à la photo parfaite qu'elle s'apprête à capturer. La caméra GoPro sur sa casquette enregistre cette vision focalisée, un champ de vision étroit qui exclut tout le reste. Depuis le véhicule, Jean-Paul observe la scène, le cœur battant, un sentiment d'impuissance grandissant à chaque seconde qui passe. Il voit ce que Claire ne voit pas, sa vulnérabilité totale. Il est le seul témoin humain de ces derniers instants de normalité suspendus au bord du précipice avant que la nature ne rappelle ses règles de la manière la plus brutale qui soit. Ce qui se passe dans l'esprit de la lionne n'est pas de la méchanceté ou de l'agressivité aveugle, mais le déclenchement d'un instinct maternel millénaire. Elle a observé le véhicule, puis la femme qui en sort. Tant que Claire était debout, elle était perçue comme une silhouette étrange mais non menaçante. Mais l'instant précis où elle s'est accroupie a tout changé. Cette posture basse, ramassée, a franchi un seuil invisible dans le code comportemental de la savane. C'est la posture d'un léopard à l'affût, d'une hyène s'approchant d'une proie. L'instinct de la lionne ne fait pas de distinction. Il ne voit qu'un danger potentiel se préparant à bondir sur son petit. La décision est prise en une fraction de seconde, un raisonnement neurologique pur, sans haine ni colère, simplement une équation de survie, neutraliser la menace avant qu'elle ne puisse agir. L'animal qui va passer à l'acte est une lionne d'Afrique d'environ 7 ans, une femelle dans la force de l'âge. Pesant près de 140 kg, elle est un concentré de puissance et d'efficacité. Son état physique est parfait, elle n'est ni affamée, ni malade, ni blessée. Ce n'est pas un animal à problème, un individu connu des gardes pour son comportement erratique. C'est simplement une mère sauvage, agissant selon le programme génétique le plus puissant qui soit, la protection de sa descendance. Son unique lionceau, âgé de 5 mois, représente son investissement biologique, l'avenir de sa lignée. Dans ce contexte, toute menace perçue, aussi involontaire soit-elle, déclenche une réponse défensive d'une violence absolue. Claire Beaumont n'est pas une proie, elle est devenue, à son insu, un obstacle à éliminer. Pour comprendre la suite des événements, il faut saisir l'ampleur des capacités physiques de l'attaquante. Une liane de cette taille peut atteindre une vitesse de plus de 60 km/h sur une courte distance. Cela signifie qu'elle peut couvrir les 22 mètres qui la séparent de Claire en moins de 3 secondes. La force de sa morsure, conçue pour broyer les os de proies comme les zèbres ou les gnous, est capable d'exercer une pression suffisante pour sectionner la colonne vertébrale humaine d'un seul coup. Ces griffes, bien que non rétractiles comme celles d'un léopard, sont des outils redoutables pour s'agripper et immobiliser.
La combinaison de sa masse, de sa vitesse et de son armement naturel ne laisse aucune place à la survie lorsqu'une attaque surprise à si courte distance. Dès l'instant où elle quitte sa cachette, l'issue est déjà scellée. L'attaque commence. Sans un rugissement, sans un grognement, la lionne explose de sa couverture végétale. C'est une déferlante de muscles et de fourrure dorée, un mouvement si rapide qu'il semble presque irréel. Elle couvre la distance en 2,5 secondes, un silence de mort planant sur sa course. La dernière image enregistrée par la GoPro de Claire n'est qu'un flou de mouvement, une tache brune et dorée qui envahit l'écran juste avant que tout ne devienne noir. Pour Claire, il n'y a eu aucun temps de réaction. Elle n'a probablement même pas eu le temps de tourner la tête ou de comprendre ce qui se passait. La prise de conscience du danger et l'impact ont été simultanés, un événement unique et cataclysmique qui a effacé le monde en une fraction de seconde. À 15h30 et 13 secondes, l'impact se produit. La lionne percute Claire par derrière avec la force d'un bélier. Le choc est d'une violence inouïe, la projetant face contre terre et arrachant instantanément la caméra de sa casquette qui tombe silencieusement dans l'herbe. Pour Claire, il n'y a eu aucun temps de réaction. Elle n'a probablement même pas eu le temps de tourner la tête ou de comprendre ce qui se passait. La prise de conscience du danger et l'impact ont été simultanés, un événement unique et cataclysmique qui a effacé le monde en une fraction de seconde. Avant même que son corps ne soit complètement immobilisé au sol, la première morsure est appliquée. Les crocs de la lionne se referment sur la base de son crâne et le haut de son cou, une zone que l'instinct du prédateur identifie comme le point le plus vulnérable. La pression est immédiate et maximale. C'est une technique perfectionnée par des millions d'années d'évolution, conçue pour une mise à mort rapide et efficace, minimisant les risques pour l'attaquant. D'un point de vue médical, la mort de Claire Beaumont a été quasi instantanée. La morsure initiale a provoqué ce que les médecins légistes appellent une fracture-dislocation des vertèbres cervicales supérieures. Le traumatisme a sectionné la moelle épinière à sa jonction avec le tronc cérébral, entraînant une cessation immédiate de toutes les fonctions vitales. La perte de conscience a été instantanée, survenant dans la première seconde de l'attaque. C'est un point crucial pour comprendre la tragédie. Il n'y a pas eu de lutte prolongée, pas de souffrance consciente. La brutalité de l'événement a été telle qu'elle a court-circuité la capacité du corps à même enregistrer la douleur. La fin a été aussi soudaine que l'attaque elle-même. Malgré le caractère fatal de la première morsure, l'instinct de la lionne la pousse à poursuivre son action. Au cours des secondes qui suivent, elle inflige de multiples morsures supplémentaires au cou et aux épaules de Claire. Ce n'est pas de l'acharnement, mais un comportement programmé pour s'assurer que la menace est définitivement neutralisée. L'une de ces morsures sectionne l'artère vertébrale, provoquant une hémorragie massive qui, même si elle n'avait pas été la cause principale, aurait été fatale en quelques instants. Chaque mouvement est précis, économique, le résultat d'une expertise innée. Le corps de Claire est secoué, un geste caractéristique visant à briser toute résistance restante, même si, en réalité, il n'y en a plus aucune. L'attaque entière, de l'impact initial au moment où la lionne relâche sa prise, dure exactement 29 secondes. 29 secondes d'une violence pure et primitive, observée depuis le véhicule par un Jean-Paul paralysé par l'horreur. Dès la première seconde, il a commencé à crier et à klaxonner frénétiquement, son esprit refusant d'accepter ce que ses yeux voyaient. Le son strident du klaxon déchire le silence de la savane, un appel désespéré et inutile. Pour lui, ces 29 secondes ont dû paraître une éternité, un cauchemar éveillé, où il était condamné à être le spectateur impuissant de la destruction de sa vie. Ses cris se mêlent au son du klaxon, une cacophonie de panique et de chagrin face à la puissance indifférente de la nature. Finalement, c'est ce vacarme incessant qui semble perturber la lionne. Les prédateurs, bien qu'au sommet de la chaîne alimentaire, sont des créatures prudentes qui évitent les confrontations inutiles et les situations qu'ils ne comprennent pas. Le son continu et agressif du klaxon est un élément étrange, potentiellement dangereux. Ce n'est pas la peur qui l'a fait s'arrêter, mais une forme de prudence instinctive. Après avoir secoué le corps une dernière fois, elle relâche sa prise. Son objectif est atteint, la menace est neutralisée, son petit est en sécurité. Le bruit persistant du véhicule est maintenant une nuisance qu'il est plus sage d'éviter. Après avoir lâché prise, la lionne saisit le corps de Claire par l'épaule et le traîne sur environ 6 mètres plus profondément dans les herbes hautes.
C'est un autre comportement instinctif, visant à éloigner une carcasse d'une zone de conflit potentiel pour la consommer en paix, bien que dans ce cas, l'intention ne soit pas de se nourrir. Une fois à l'abri des regards directs depuis la piste, elle abandonne le corps et se retourne. D'un pas calme, presque désinvolte, elle rejoint son lionceau, qui l'attend à quelques mètres de là. Elle lui donne un coup de museau rassurant avant de se coucher à nouveau, reprenant sa posture de surveillance comme si rien d'extraordinaire ne venait de se produire. Pour elle, l'incident est déjà clos. Depuis le 4x4, Jean-Paul voit la lionne se retirer. Le silence qui s'installe après l'arrêt du klaxon est encore plus assourdissant que le bruit qui le précédait. Il ne voit plus clair, son corps est maintenant caché par la végétation. L'immobilité de la scène est terrifiante. Le lionceau a repris son jeu, la lionne est une statue dorée dans l'air et le monde semble être revenu à la normale, à l'exception du vide béant qui vient de s'ouvrir dans sa vie. Le choc initial commence à se dissiper, remplacé par une vague de panique lucide. Il doit faire quelque chose, il doit appeler à l'aide. Chaque seconde compte, même si, au fond de lui, une certitude glaciale lui dit qu'il est déjà trop tard. À 15h31, moins d'une minute après la fin de l'attaque, Jean-Paul se jette sur la radio d'urgence du véhicule. Ses mains tremblent si fort qu'il peine à saisir le micro. Sa voix, lorsqu'elle sort enfin, est brisée par les sanglots, un mélange incohérent de français et d'anglais. Ils hurlent leur position approximative, répétant les mots « Lion »,« attaque »,« ma femme ». Il sait qu'ils sont à des kilomètres de tout, dans une zone isolée où l'aide ne peut arriver que par les airs. L'attaque est terminée, mais la tragédie, elle, ne fait que commencer. Le long et douloureux processus des conséquences vient de s'enclencher, lancé par une voix désespérée à travers les ondes radio, au cœur d'une savane qui a déjà repris ses droits. L'appel radio de Jean-Paul, un cri de désespoir déchirant le silence de la savane, a déclenché une course contre la montre. Mais dans l'immensité de Moremi, le temps est une notion relative. Il a fallu 41 longues minutes pour que l'hélicoptère de secours médical atteigne leur position isolée, se posant à une distance de sécurité à 16h12. Une équipe de secouristes s'est approchée de la scène avec une prudence extrême, leurs yeux balayant les herbes hautes à la recherche de la lionne. En atteignant Claire, l'évaluation fut immédiate et sans appel. Elle ne présentait aucun pouls, aucune respiration, aucun signe de vie. Les blessures massives à la tête et au cou étaient visiblement incompatibles avec la survie. Conformément au protocole, ils ont procédé aux vérifications nécessaires, mais aucune tentative de réanimation n'a été entreprise face à la gravité évidente du traumatisme. À 16h18, 6 minutes seulement après leur arrivée, Claire Beaumont a été officiellement déclarée morte sur les lieux de l'attaque. La cause officielle du décès, établie plus tard par le médecin légiste, a confirmé ce que les secouristes avaient instantanément compris: un traumatisme crânio-cérébral et cervical massif. La force de la première morsure avait provoqué des dommages catastrophiques à la colonne vertébrale et au tronc cérébral, entraînant une mort quasi instantanée. Cette conclusion médicale, bien que clinique, offrait un maigre réconfort. Claire n'avait pas souffert. Sa fin a été aussi soudaine que brutale, survenant dans la première seconde de l'attaque. Pendant que son corps était préparé pour le transport, le département de la faune et des parcs nationaux du Botswana a officiellement pris en charge l'enquête. Les gardes du parc ont sécurisé la zone, recueillant les premiers éléments et interrogeant un Jean-Paul en état de choc dont le témoignage constituait la première pièce d'un puzzle tragique. La pièce maîtresse de cette enquête s'est avérée être la caméra GoPro de Claire, retrouvée intacte dans l'herbe à quelques mètres de la scène. Son enregistrement de 16 secondes est devenu un témoin silencieux et irréfutable. L'analyse de la vidéo ne laissait aucune place au doute. Elle montrait Claire s'éloigner délibérément du véhicule, marcher vers le lionceau, puis commettre l'acte fatal de s'accroupir. La dernière image, un flou doré envahissant l'objectif, correspondait parfaitement au récit de Jean-Paul. La caméra, qu'elle utilisait pour collectionner des moments de vie, a finalement documenté les derniers instants de la sienne, fournissant une preuve accablante non pas de la malveillance de l'animal, mais de la séquence précise des décisions humaines qui avaient conduit au désastre. Sur la base de ces preuves, les conclusions de l'enquête officielle ont été claires et sans équivoque. La tragédie était le résultat direct d'une erreur humaine. Claire Beaumont avait enfreint la règle la plus fondamentale et la plus vitale de la sécurité en safari en quittant son véhicule dans une zone non désignée.
L'attaque de la lionne n'a pas été considérée comme un acte de prédation ou d'agressivité anormale, mais comme un comportement défensif maternel, une réponse entièrement naturelle et prévisible à ce qui a été perçu comme une menace imminente pour sa progéniture. La responsabilité de l'incident a été entièrement attribuée à la décision de la victime d'ignorer les protocoles établis, une conclusion douloureuse mais nécessaire pour comprendre et prévenir de futures tragédies. Cette conclusion a dicté le sort de la lionne. Conformément à la politique de conservation du Botswana, qui reconnaît que les humains sont des invités dans un habitat sauvage, les autorités ont décidé de ne prendre aucune mesure contre l'animal. Elle n'a été ni traquée, ni capturée, ni abattue. L'enquête ayant déterminé que son comportement était une réaction naturelle à une provocation, même involontaire, elle n'a pas été classée comme un animal à problème. Laisser la lionne et son petit en paix était une affirmation du principe selon lequel la faune ne doit pas être punie pour avoir agi selon son instinct dans son propre environnement. C'était une décision fondée sur la science et l'éthique de la conservation, soulignant que le respect des règles n'est pas seulement une question de sécurité humaine, mais aussi de justice envers les animaux. La nouvelle de la mort de Claire a frappé sa famille en France comme un coup de foudre. Informés par les canaux diplomatiques, ils ont dû faire face à l'incompréhensible, la perte d'un être cher dans des circonstances si lointaines et si violentes. Jean-Paul est rentré à Lyon avec le corps de son épouse, où des funérailles privées ont eu lieu. Dans leur immense chagrin, la famille a trouvé la force de publier un bref communiqué. Plutôt que de chercher un coupable, leur mot était un plaidoyer. Ils ont demandé le respect de leur vie privée, mais ont surtout exhorté tous les futurs voyageurs à toujours respecter la puissance et les règles de la nature, espérant que la perte de Claire puisse servir d'avertissement. Leur dignité face à une telle épreuve a ajouté une couche de poignance à la tragédie qui se déroulait désormais sur la scène médiatique internationale. L'incident a en effet reçu une large couverture médiatique, devenant un récit édifiant partagé dans le monde entier. Il a servi de rappel brutal des dangers de la complaisance face à la nature sauvage, même pour les voyageurs expérimentés. En conséquence directe, plusieurs opérateurs de safari et agences de location de véhicules dans la région du Delta de l'Okavango ont immédiatement révisé leur briefing de sécurité. L'histoire de Claire, utilisée de manière anonyme, est devenue une étude de cas puissante, un exemple concret des conséquences fatales de la violation des règles. Son histoire a transformé une consigne abstraite en une réalité tangible et terrifiante, forçant d'innombrables touristes à reconsidérer leur propre comportement et à prendre les avertissements avec un sérieux renouvelé. L'héritage le plus direct de cette journée est peut-être paradoxalement lié à l'outil qui a enregistré la tragédie. La vidéo de la GoPro n'a jamais été rendue publique, par respect pour la dignité de Claire et les souhaits de sa famille. Cependant, avec leur autorisation, sa description détaillée et des extraits expurgés ont été intégrés dans les supports de formation pour les guides professionnels et les gardes de parc dans toute l'Afrique australe. L'enregistrement est devenu un outil pédagogique d'une puissance inégalée, montrant de manière viscérale comment une situation apparemment calme peut basculer en quelques secondes. La décision de Claire, immortalisée sur cette petite carte mémoire, sert désormais à éduquer ceux qui ont la responsabilité de protéger à la fois les touristes et la faune, transformant une erreur personnelle en une leçon vitale pour toute une industrie. Au-delà des changements institutionnels, Jean-Paul a cherché un moyen plus personnel d'honorer la mémoire de sa femme. En collaboration avec une organisation de conservation locale au Botswana, il a créé un petit fonds éducatif au nom de Claire Beaumont. Ce fonds est dédié au financement de la création et de la distribution de brochures et de courtes vidéos sur le tourisme responsable et l'éthique de l'observation de la faune. Son objectif est simple, s'assurer que chaque visiteur comprenne non seulement les règles, mais aussi le pourquoi derrière celles-ci, le comportement animal qui les sous-tend. C'est sa façon de transformer une perte insensée en un héritage de sensibilisation en espérant que la passion de Claire pour la capture de moments authentiques puisse inspirer les autres à le faire en toute sécurité et avec respect. La caméra GoPro de Claire a commencé cette journée comme un journal de bord, un moyen de capturer la joie d'une célébration. Elle l'a terminée en tant que boîte noire, enregistrant la vérité froide et impartiale d'une tragédie. Son histoire nous rappelle que la nature sauvage n'est ni bonne ni mauvaise, elle est simplement indifférente à nos désirs et à nos intentions. Claire Beaumont est morte en poursuivant un moment de beauté, une quête que beaucoup peuvent comprendre. Son héritage, porté par la douleur de son mari et les leçons tirées de son erreur, est un appel permanent au respect. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker la vidéo.
D'autres récits comme celui-ci vous attendent sur notre chaîne. Car dans la savane, la ligne entre l'émerveillement et le danger est aussi fine que l'herbe est haute, et elle se franchit en un seul pas.